comme je le mentionnais, c'est la dernière édition de la semaine puisque le VSD, vendredi, samedi, dimanche, on ne sera pas là pour vous assurer des grosses émissions, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Et le cadeau de la radio en ce jeudi 6 août 2020, c'est justement la présence téléphonique du docteur Armand Ngenkap, porté disparu à qui on va adresser, on va envoyer la facture puisque beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs de Radio JC66 réclamaient. Allô docteur Armand, bonjour, comment allez-vous? It's very long time. Dites-nous, vous êtes tombé dans l'oubli ou bien c'est l'AVC qui vous a emporté? Bonjour chers auditeurs. C'est vrai que la radio m'a beaucoup manqué, mais vous savez, avec cette crise du Covid-19, cette crise sanitaire, j'ai beaucoup été sollicité sur le front vraiment de l'intervention médicale sur le terrain. C'est que ça m'a un tout petit peu éloigné un tout petit peu des médias et notamment éloigné de Radio JC66. Mais il faut dire que je suis présent, je vais bien, je me porte bien. Et puis je vous porte toujours dans mon cœur, chers auditeurs. Je vous aime. C'est le docteur Armand qui parle, toujours plein d'énergie. Docteur, dites-nous, ça fait des années quand même, en dehors de votre profession, vous vous battez, vous essayez de lancer la corde aux uns aux autres. Est-ce que tout ce message, toutes ces démarches, toutes ces actions que vous avez menées aujourd'hui, avec le recul, vous dites quoi? Il y a encore du travail à faire ou bien on est presque satisfait? Non, je serai satisfait que lorsque je constaterai que personne ne meurt plus par ignorance, mais mon quotidien est fait de cette drame provoquée par l'ignorance notamment des gestes barrières. Nous sommes vraiment dans une crise sanitaire à Covid-19. Nous savons encore que beaucoup de personnes ne respectent pas ces gestes barrières comme le port du masque. Le port du masque lorsqu'ils sont dans un lieu public. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut utiliser une solution hydroalcoolique pour nettoyer ses mains des dépôts de virus, ce qui évite leur contamination et qui évite aussi de contaminer leurs prochains. Vous voyez, lorsqu'on parle notamment des AVC, vous savez que beaucoup de personnes ignorent encore les alertes, notamment les signes d'alerte d'un AVC. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faudrait qu'elles puissent contrôler leur tension artérielle au moins ne serait-ce que une fois par an. Vous voyez, une fois par an, c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait des années sans aller chez un médecin prendre leur tension artérielle jusqu'à ce qu'un drame survienne. Ils sont foudroyés par un AVC et puis vous savez la mort subie du sportif. Les sportifs ne font pas de bilan initial, de bilan de santé, d'aptitude à la pratique de leur sport. Je ne peux pas être satisfait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore de l'énergie pour poursuivre cette sensibilisation-là. Je continue à la poursuivre. C'est vrai que je n'ai pas été très présent dans les médias ces derniers temps pour en parler parce que j'étais appelé sur le front de la lutte contre cette pandémie mondiale, la Covid-19. Mais je suis présent et il y a tout un travail qui doit se poursuivre. Vous le disiez, je crois, il y a quelques années en arrière, sur les mêmes ondes de Radio JC66, que la plus forte, on dit quoi, communauté médicale dans tous les grands médecins d'origine africaine en France sont camerounais. Est-ce que par rapport à cette pandémie, ils sont tous montés au créneau ou bien chacun est resté dans son cabinet? Non, ils sont montés au créneau. Mais c'est vrai que nous sommes un peu démunis face à l'Afrique parce que nous aurions souhaité apporter notre contribution comme nous l'apportons ici en Europe, comme nous l'apportons dans les pays, dans nos pays où nous résidons, dans nos pays de résidence. Nous aurons souhaité apporter cette contribution puisque nous savons que ces pays africains-là ont besoin de notre expertise, ils ont besoin de notre expérience, ils ont besoin de notre contribution. Notre peuple, nos frères, nos sœurs ont besoin de nous là-bas en Afrique. Mais vous savez qu'il y a une limitation des vols, c'est pas facile de se déplacer. Et voilà que beaucoup sont restés, bien évidemment, comme moi, qui suis resté ici en France où je réside, alors que j'étais attendu au Cameroun depuis le mois de février pour faire notamment le lancement de la deuxième journée de lutte nationale contre les morts subies sportives. Ça n'a pas pu avoir lieu et c'est quelque chose qui m'a un peu meurtri parce que c'est quand même un mouvement que j'ai lancé, que j'ai initié et j'aurais souhaité que ça ne suive pas une interruption, que ça puisse se poursuivre. Mais ça se poursuivra l'année prochaine puisque cette deuxième journée qui n'a pas eu lieu cette année, le 26 juin, en commémoration à Marc-Vivien Foé, en honneur à Marc-Vivien Foé, elle aura lieu l'année prochaine. Je donne rendez-vous le 26 juin de l'année prochaine, à savoir le 26 juin
2021 pour cette deuxième journée. Mais ça, je parlais un peu d'initiative, mais beaucoup de mes confrères aussi se sont retrouvés dans la même situation où ils ont été incapables de se déplacer pour aller apporter leur contribution à leurs frères et sœurs dans leurs différents pays d'origine. Et ça, c'est dommage. Il y a Lydie Connor, qui est d'origine ivoirienne, je crois française, qui habite à Paris, qui demande est-ce que les médecins peuvent faire marche arrière face à cette pandémie, ou bien c'est un sacrifice, c'est comme des soldats? Non, les médecins sont comme des soldats. Nous sommes dans une guerre sanitaire. Et dans cette guerre sanitaire-là, les généraux sont les médecins. Et puis de différents grades. Non, on va pas. Nous avons choisi ce métier. Nous sommes en guerre. Nous avons choisi ce métier. Nous n'allons pas abandonner le combat. Nous n'allons pas abandonner le combat. Le combat n'est pas facile parce que nous sommes en présence d'un ennemi invisible que nous ne connaissons pas du tout. Nous avons appris à connaître ce ennemi invisible, à savoir ce Covid-19 là, ce coronavirus là. Nous avons appris à le connaître et il nous a beaucoup trompés parce qu'il est arrivé très très masqué. On a cru qu'il allait se comporter comme les autres coronavirus. Les coronavirus, c'est des familles de virus. On a cru que le Covid-19 allait se comporter comme les autres coronavirus qui ont déjà fait parler d'eux dans la planète. On se rappelle un peu du MERS, on se rappelle un peu du SRAS qui sont déjà survenus, que ce soit en Chine déjà dans le début des années 2000 ou que ce soit en Arabie Saoudite. On pensait que ce Covid allait se comporter comme ces autres coronavirus-là, mais il nous a beaucoup trompés. Il nous a beaucoup trompés parce que il y a beaucoup de formes asymptomatiques et nous ne savions pas au début que les personnes asymptomatiques peuvent être contagieuses et on s'en est rendu compte très tard. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une décision a été prise. Certes, elle est politique, mais elle est surtout motivée par des arguments médicaux, à savoir le confinement. Il fallait confiner les populations pour limiter, pour couper les jambes au virus, pour limiter la circulation du virus, puisque vous le savez maintenant que le virus n'a pas de jambes, mais il circule à travers les humains qui le transportent, par maniportage, qui le transportent de personne en personne. Et c'est comme ça qu'on accélère un peu la circulation de ce virus-là. Il y a Roger Mensan Kwadio, parce qu'on ne va pas vous retenir longtemps. On prend une dernière question d'un téléspectateur et auditeur. Comment se fait-il que les médecins se tapent, se tirent les balles dans les jambes? C'est quoi? C'est les multinationales, les lobbying pharmaceutiques, ou bien c'est une histoire de sous, puisque la population devient récalcitrante? C'est bien dommage. Votre remarque, mon cher ami, mon cher frère JC, est vraiment réelle. Ce que nous avons appris par ce Covid-19, nous avons vraiment appris à notre détriment que le monde est paralysé par des enjeux économiques, le monde est paralysé par des intérêts privés, le monde est paralysé par des conflits d'intérêts et on a vu des grandes sommités médicales venir raconter n'importe quoi. Certains disaient par exemple au début que le port du masque n'est pas nécessaire, n'a aucun intérêt. Et on a vu cette polémique se poursuivre sur l'hydroxychloroquine, où on a vu vraiment un journal de référence dans le monde scientifique médical, un journal que je respectais et que je ne respecte plus, et je le dis haut et fort. Je respectais ce journal-là, je veux le citer, il s'appelle le Lancet. Je le respectais avant, je le respecte plus. Je le respecte plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est permis de publier un article sur commande, un article totalement biaisé sur commande. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à la communauté scientifique. Et je crois que cette vraiment crise sanitaire, cette pandémie mondiale à Covid-19 a fait une victime. Elle a fait la première victime. C'est pas les personnes qui sont décédées. La première victime, c'est le monde scientifique qui s'est démasqué et qui a montré vraiment ses conflits d'intérêts et qui a montré que tout ce qu'il nous raconte souvent à longueur des médias n'est que motivé par des personnes invisibles, aussi invisibles que le Covid-19, qui tirent les marrons du feu et qui ne défendent que leur intérêt personnel au détriment de l'humanité entière. Et ça, c'est bien dommage. Et moi qui suis médecin, vraiment, de vocation, et un médecin de passion, un médecin gentil de passion, je suis très déçu par le comportement de mes confrères. Je dis haut et fort, et je sais que les uns et les autres m'entendent, et je suis prêt à répondre vraiment de ceci, même si je suis traduit devant un conseil de discipline, je suis prêt à apporter mon argumentation, j'apporte ici mon avis. Je suis très déçu par le comportement de certains de mes confrères par rapport à cette crise sanitaire et à cette pandémie mondiale, la Covid-19.
En 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Est-ce que face à cette pandémie, le continent est-il à l'abri? Surtout qu'elle a une population très jeune, en moyenne de 25 ans. Le continent n'est pas à l'abri, mais le continent a, il faut le dire, des atouts. Vous savez, je suis passé sur une chaîne de télévision au début de la crise, notamment, je peux la citer, c'était Equinox. Ouais. Equinox ce soir, où j'avais été invité pour apporter mon point de vue un peu sur la façon dont je pensais qu'on pouvait juguler cette crise. Et j'avais dit qu'il fallait juguler cette crise en analysant dans chaque pays 3 paramètres. Le paramètre de la population, et c'est vrai que l'atout majeur de l'Afrique, c'est que c'est une population jeune, quasiment à 80%, 70%, 80% de cette population-là, moins de 35 ans. Donc c'était un atout majeur, puisque cette population jeune-là a une bonne immunité, elle sait bien se défendre face à ce virus-là. Mais je veux dire que c'était, je crois, le seul atout majeur, parce que quand on regardait les systèmes sanitaires, c'est le deuxième paramètre qu'il faut apprécier quand on regardait les systèmes sanitaires. Les systèmes sanitaires sont défaillants, les plateaux techniques sont totalement défaillants. Même en ressources humaines, que ce soit vraiment en plateau technique ou en ressources humaines, il y a une défaillance totale. Mais et quand on regardait la gouvernance aussi, on se rendait compte qu'on était en présence d'une gouvernance assez tatillonne, qui n'arrivait pas à avoir le courage politique de prendre des bonnes décisions fermes pour la population. Et ça aussi, c'est un peu dommage. Mais je pense que toutes ces choses-là peuvent se corriger. Et je crois que l'Afrique, qui a été abandonnée face à elle-même, par rapport à cette crise de la Covid-19, a compris que dorénavant, l'Afrique, dorénavant, le continent africain ne devra compter que sur lui-même, parce que les Européens, englués dans leurs problèmes économiques, englués dans cette crise sanitaire dont ils n'ont toujours pas trouvé la solution, ils espéraient un vaccin, mais le vaccin ne sort pas comme ça de façon miraculeuse. Il faut suivre un certain nombre d'étapes pour arriver à un vaccin. Ils ont voulu faire la promotion d'un médicament qui a montré totalement son échec, un antiviral qui a monté totalement son échec. Donc la solution n'est toujours pas trouvée, que ce soit sur le plan thérapeutique, que ce soit sur le plan de la prophylaxie, à savoir par le vaccin. Le temps qu'on trouve cette solution-là, le Covid-19 continue son chemin, et il faut comprendre, et l'Afrique est abandonnée à elle-même. Donc je pense que l'Afrique devrait maintenant comprendre qu'il ne devrait compter que sur lui-même, et je pense que les Africains l'ont compris, et ça peut être aussi un atout, parce que l'Afrique avait appris à vivre d'aide, avait appris à vivre de subventions, et qui étaient des subventions cachées, qui étaient des fausses subventions, des subventions déguisées. Des personnes s'endettaient pour mettre dans leur poche au lieu de s'endetter pour essayer d'améliorer le bien-être des Africains. Mais là, je crois que les Africains ont très bien compris qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et l'Afrique a les moyens. Nous avons la matière première, nous avons la matière grise, il ne manque plus rien. Tout ce qui nous manque, c'est la volonté politique, et j'espère que cette volonté politique arrivera tôt ou tard. Vous dévalisez vos comptes bancaires justement pour organiser le festival Coman. Il en est où? Il a grandi? Il est devenu mûr? Je ne sais pas si je suis encore en ligne, mais je n'ai pas de retour. Vous êtes en ligne là, vous êtes toujours en ligne. Vous m'entendez maintenant? J'ai pas de retour. Allô docteur, est-ce que vous m'entendez là? Oui, moi je vous entends très très bien, mais j'ai l'impression qu'on a eu un souci technique. Ben écoutez, peut-être... Parce que je n'ai plus de retour. Ben, si vous m'entendez, la question est la suivante. Quel est l'avenir du festival Coman dans votre région? Ben, le festival Coman prépare sa 7e édition. Cette 7e édition qui aura lieu en début février. Je pense que du 1er au 3 février, le festival Coman devrait avoir lieu. La 7e édition devrait avoir lieu. Je veux dire que ce festival travaille vraiment de façon acharnée pour que cette 7e édition se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens ici à informer les uns les autres qui veulent se rendre au festival Coman, qui sont présents dans la diaspora, qui sont présents dans le monde entier, qui veulent se rendre au festival Coman, que le Coman a noué un partenariat avec une agence de tourisme qui s'appelle Semtotour. Et cette Semtotour-là est chargée dorénavant d'organiser le déplacement de tous les festivaliers qui sont dans la diaspora, dans le monde entier, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations des uns et des autres en disant mais j'aimerais participer au festival Coman en février, en plus ça me permet de fuir l'hiver, j'aimerais participer au festival Coman, là, comment puis-je le faire? Et voilà, nous avons pu nouer un partenariat avec cette agence Semtotour-là, qui vraiment s'occupe des festivaliers, de leur déplacement. Ils peuvent même s'occuper du billet d'avion jusqu'aux formalités de visa, de leur déplacement jusqu'à leur retour
jusqu'à leur retour dans leur pays d'origine, hein, à savoir que vraiment ils sont accueillis au Cameroun à la passerelle de l'avion et puis on les réaccompagne au bout d'une semaine. C'est une formule de 8 jours. Ils partent le lundi qui précède le festival. Ce festival commence le mercredi et puis ils regagnent leur pays d'origine le lundi qui suit, formule de 8 jours. Il faut juste se rapprocher des organisateurs du festival. Comment se rapprocher de moi par exemple, ou tout simplement chercher Semtotour, SEMTO et puis tout, TOUA à côté. Ils ont une belle page Facebook et ils ont un site internet qui peut apporter un maximum de renseignements. Voilà un peu ce que je peux apporter par rapport au Festival Coman pour ceux qui veulent ici. Tout à fait. Avec le docteur Armand Guinkamp, c'est tellement flou. Docteur, toute la jeunesse africaine et celle du monde entier vous écoute. Un petit message en ce jeudi à leur endroit, à leur égard. Ben, je ne peux qu'apporter un message d'espoir. C'est vrai que nous sommes en pleine période de crise sanitaire, de guerre sanitaire Covid-19. Je voudrais apporter un message d'espoir. Il ne faut pas désespérer. La jeunesse africaine a des armes pour se défendre et je crois que cette jeunesse-là m'a compris. Ils ont compris mon message, à savoir que l'Afrique, les Africains ne devront compter sur eux-mêmes. Cette jeunesse-là a du talent. Cette jeunesse-là a de l'intelligence. Cette jeunesse-là peut faire reculer largement les frontières de l'ignorance. Cette jeunesse-là doit savoir se prendre en main. Cette jeunesse-là doit savoir croire en elle. Elle doit savoir croire en son destin. Et puis cette jeunesse-là doit savoir vivre ses rêves et non vivre éternellement dans le rêve. Voilà ce que je peux apporter comme message à cette jeunesse camerounaise, à cette jeunesse africaine. Une jeunesse dans laquelle je me reconnais, une jeunesse pour laquelle je me bats pour son émergence, pour son développement, pour son émancipation. Merci beaucoup, mon âme sœur, avec justement Michaelos, Dr Armand Guinkamp. Ça nous a fait franchement plaisir, surtout chaud au cœur de vous avoir en duplex là depuis votre lieu de résidence sur Radio JC66. Bon jeudi, bonne matinée, bon boulot et soyez très vigilants. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette fidélité. Merci pour cette invitation. Merci vraiment à tous les auditeurs de m'avoir écouté. Je suis comme ça en train d'aller dans mon hôpital pour continuer le combat. Et vraiment, je dis encore à ces auditeurs, je vous aime. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Je vous aime. Malgré mon silence, l'amour est là, l'amour est présent et je vous adore et je vous aime. Merci. Restons ensemble, restons connectés. Merci beaucoup, Dr Armand Guinkamp. Bye bye. Bye bye, au revoir.